Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Enerfip dédié au financement des projets vendant leur électricité via des contrats PPA ou sur le marché libre. Alors on a toujours coutume de donner un peu de temps à celles et ceux qui pourraient avoir un petit peu de retard, donc nous vous proposons de patienter le temps de 2-3 minutes, pas plus, pour que tout le monde puisse commencer avec nous et débuter ce webinaire. Donc, je vais couper le micro, on reste en ligne, bien sûr, et on attend ces 2-3 minutes. À tout de suite. Allez, nous vous proposons de débuter, donc encore une fois, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue pour ce webinaire ayant pour thématique les projets qui ont pour vocation de vendre leur électricité via des contrats PPA ou bien sur le marché libre. Pour animer ce webinaire, donc je suis Julien Eustache, cofondateur et président d'Enerfip, et je suis accompagné de Guillaume Roux, directeur général d'Enerfip. Alors, en introduction, pour celles et ceux qui ont l'habitude, c'est une redite, mais pour les autres, l'outil que vous avez sous les yeux vous permet, tout au long de la présentation, de nous poser des questions. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à le faire en cours de présentation. L'intérêt, c'est que ça rende un peu vivant l'échange et que ce ne soit pas simplement un cours magistral, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus direct et avec des échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous verrez que vous pouvez également voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes, ce qui nous permet de les privilégier, bien sûr, lorsque nous les mettons à l'écran. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous vous en doutez, une toute petite, vraiment très succincte présentation d'Enerfip et de là où nous en sommes pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore assez. Alors, Enerfip, donc une plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique, ça, je pense que vous le savez toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui 25 personnes, principalement basées à Montpellier, et depuis le lancement de notre activité en 2015, eh bien, nous avons structuré plus de 290 millions d'euros, ce qui représente le financement de plus de 400 projets. Nous comptons aujourd'hui une communauté d'investisseurs qui s'approche petit à petit des 40 000 membres, et au rayon des chiffres, là encore, nous avions collecté 105 millions d'euros sur l'exercice précédent, en 2021, et nous sommes, au moment où je vous parle, d'ores et déjà à plus de 120 millions sur l'exercice 2022, ce qui fait que le financement participatif ne dément pas son dynamisme et sa croissance, et c'est plutôt une très bonne chose à la fois, bien sûr, pour nous, mais aussi pour toute la filière qui a massivement besoin de financement et de solutions. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 en Europe sur le secteur de la transition énergétique en termes de volume, et bien sûr, nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers en tant que conseiller en investissement participatif. Nous serons bientôt, on en reparlera très rapidement tout à l'heure, agréé prestataire européen de services de financement participatif, ce qui va introduire des tout petits changements, mais qui ne va absolument pas bouleverser notre dynamique d'intervention. Quelques mots sur ce que nous proposons, très simplement, des financements soit sous forme d'obligations, simples ou convertibles, mais également des collectes sous forme d'actions.
Sur les maturités de ce que nous amenons comme solution, eh bien, ça peut aller de 1 an à 6 ans, hein, soit vraiment du court terme, soit du moyen terme, et sur des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, entre 5 et 8% par an. Nous adressons tous les secteurs de la transition énergétique, bien sûr, la production d'électricité via éolien, solaire, hydroélectricité, mais également des centrales de méthanisation, mais également des projets d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. S'agissant des maturités, cette fois-ci, nous pouvons financer des projets qui sont aussi bien dans une phase assez amont, en phase de développement vraiment peu mature, mais également des projets prêts à construire, ou bien encore des projets qui sont d'ores et déjà en exploitation. Et enfin, on peut proposer des financements sur une fourchette assez large, aujourd'hui de 100 000 à 8 millions d'euros, et les investisseurs peuvent investir sans frais à partir de 10 € seulement sur les projets que nous proposons. On se permet de le dire à chaque fois puisque vous êtes toutes et tous des potentiels investisseurs, si ce n'est pas déjà le cas. Je passe la parole à Guillaume. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc on va faire là maintenant un petit focus et rappel rapide également avant de rentrer plus dans le détail de la thématique d'aujourd'hui. Donc les offres qu'on propose, donc parmi elles on a des solutions assez sur mesure qui sont vraiment focalisées sur un type de projet. Par exemple, je pense au portefeuille S21. On fait toujours ce qui va être lié au bonus de financement participatif, donc les projets CRE 4 pour ceux qui sont un peu en retard, ainsi que les PPE2 avec le financement collectif. On fait également de l'accompagnement de votre bilan. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie quasi-fonds propres avec des bridges, avec des mezzanines, mais qu'on va développer et qui vont être spécifiques à des projets qui ont prévu de vendre l'électricité au marché ou alors via des contrats de gré à gré, donc des corporate PPA. Petite précision, comme vous le savez sans doute certains, nous avons ouvert une première antenne en Espagne et puis on va devenir PESFP, qui est le nouvel agrément pour les plateformes de financement participatif qui veulent exercer en Europe et qui sera obligatoire d'ici la fin de 2023. Aujourd'hui, Enerfip est en passe d'obtenir cet agrément pour un démarrage effectif de l'activité plutôt sur le premier trimestre 2023. Et nous avons déjà réalisé plusieurs expériences en Espagne, au Portugal, enfin plusieurs levées de fonds pour des actifs situés dans ces pays-là, donc Espagne, Portugal, mais également Europe de l'Est avec la Hongrie, la Roumanie ou la Pologne. Et donc, ce qu'on va développer au travers de ce webinaire sera valable également pour vos projets qui ne sont pas forcément situés sur le territoire français, mais qui peuvent également se situer en Europe. C'est tout bon ? C'est tout bon. Je repasse la parole à Julien. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, du thème de ce webinaire. Donc, quelles sont les solutions que nous proposons ? Alors, avant de parler solutions, quel est le constat, quel est le contexte ? Même si vous le connaissez toutes et tous, c'est quand même toujours intéressant de regarder un petit peu dans le détail pourquoi nous sommes dans cette situation. Ce sont pour l'essentiel des informations qui sont évidentes et connues, mais c'est toujours intéressant de voir un peu plus précisément ce qui se passe. Donc, le bouleversement que nous connaissons aujourd'hui sur le secteur de l'énergie, avec une explosion des prix sur le marché libre. Donc, vous avez en bleu clair la courbe qui montre l'évolution de ce prix sur le marché libre depuis le Q1 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant de regarder que sur les 12 derniers mois, eh bien, le marché libre a explosé avec plus de 100%. Vous pouvez voir d'ailleurs que, bien sûr, la guerre en Ukraine est un facteur, on le voit bien, mais il y avait déjà eu, comme vous le savez, une très forte hausse en fin d'année 2021, qui était notamment due à la reprise économique très forte. Et c'est vrai que ça a été un peu le deuxième effet qui se coule, la guerre en Ukraine. Et parallèlement, la courbe qui est en bleu foncé, elle, montre sur le même rapport d'échelle quelle est la croissance, l'augmentation des prix moyens des lauréats des AO creux PPE2. Et quand bien même, sur le même temps, ils se sont appréciés de 24,5%, c'est quand même beaucoup moins que les prix du marché libre. Et c'est ce qui explique qu'il y a cette perte d'attractivité assez forte pour les AO creux et une très forte demande des acteurs
pour aller sur le marché libre et trouver des solutions pour ce faire. Et vous savez bien, en plus, les CAPEX ayant augmenté de manière significative, plus de 25 à 30%, c'est important d'essayer de trouver des solutions face à cela. Concomitamment, on a bien sûr un cadre réglementaire qui tente de s'adapter avec ces bouleversements qui sont sur des pas de temps extrêmement courts. Alors typiquement, la Creux, voyant que ces appels d'offres sont moins attractifs, a tout récemment validé le principe d'une vente sur le marché libre jusqu'à 18 mois avant l'activation du contrat de complément de rémunération pour les projets lauréats et qui mettent en service à compter de septembre 2022. Donc ça, c'est une adaptation, pour le coup, très intelligente et pertinente, qui va dans le bon sens. On a également, tout récemment, vous avez sans doute vu cela, le fonds de garantie tenu par BPI, qui va permettre de vraiment donner du confort pour les financeurs des projets à vocation de vendre via des CPPA, puisque les industriels ont besoin de solutions pour acquérir une électricité à un coût maîtrisé sur des durées connues. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la profession. Et puis, d'autres facteurs qui sont peut-être avec un impact moindre en termes d'échelle, mais c'est quand même intéressant de les observer et de les noter. Les indexations sur les tarifs S21 pour les projets photovoltaïques de moins de 500 kg, qui sont vraiment qui vont dans le bon sens pour l'ensemble des porteurs de projets. Et puis, on le voit bien, une construction actuelle de la loi qui vise à simplifier les demandes d'urbanisme relatives aux centrales photovoltaïques au sol de moins d'1 mégawatt. Parallèlement à ces bonnes nouvelles, on vit une période de transition et on a voulu un peu étudier quels seraient les freins au financement des actifs par les établissements bancaires traditionnels. Donc jusque-là, on était sur des projets qui contractualisaient sur 20 ans avec l'État un tarif d'achat garanti. Cet aspect-là est un peu en train d'évoluer. Et on peut imaginer que les établissements bancaires mettront du temps à adapter leurs solutions à ces changements-là. Parallèlement à cet aspect, on a une très forte hausse des taux d'emprunt. Ça, j'imagine que vous l'avez tous constaté. Ce qui va aussi impacter la part de fonds propres à apporter tant que les établissements seniors n'arrivent pas à appréhender de manière différente les ratios qu'elles appliquent pour les projets qui vendaient l'électricité via les contrats au complément de rémunération. Et les banques aujourd'hui jouent aussi un rôle d'amortisseur. C'est pour ça que le graphe qu'on a mis sur la droite est là. On a un Euribor qui a augmenté en flèche à partir du début de cette année. En revanche, les marges, pour l'instant, augmentent beaucoup moins fortement. Donc, on peut imaginer que les taux vont continuer à augmenter avec le mécanisme de l'inertie. Et sur l'aspect actif, beaucoup de projets ont demandé à sortir du contrat de complément de rémunération. Le manque à gagner pour l'État est de 6 à 7 milliards d'euros, est estimé à 6 à 7 milliards d'euros. Et ce qui est une mauvaise affaire pour ces acteurs-là. Donc, le Sénat a proposé qu'il y ait un plafond sur les rentes inframarginales qui soit autour de 100 € du mégawattheure, ce qui serait une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour la profession. Et donc, on a mis ces éléments en parallèle pour expliquer un peu le climat d'incertitude qui peut régner aujourd'hui sur la profession et pourquoi aujourd'hui Enerfip est prêt à s'accommoder de ces incertitudes-là et comment elle peut faciliter le financement de vos projets en complément, en amont d'un financement bancaire ou en complément. Oui, et donc pour conclure un peu sur ces constats, c'est vrai que rien que le fait de voir, comme on vous l'a montré précédemment, que voilà, 3,7 gigawatts de puissance ont été demandés à sortir des contrats, c'est absolument énorme. On le voit bien, c'est un appel d'air colossal et ça explique pourquoi on peut s'attendre, même si les chiffres que le Sénat donne sont pour l'instant uniquement des amendements votés en première lecture, donc ça n'a pas force de loi, loin s'en faut, mais c'est quand même des indicateurs qu'il nous faut comprendre et écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets qui vont avoir vocation à vendre sur le marché libre vont
rencontrer nécessairement des difficultés pour se financer, du fait de ces incertitudes qui s'ajoutent aux incertitudes un peu naturelles, au fait de vendre sur un marché qui fluctue par essence, par définition. Alors que, dans le même temps, pour les projets qui vont vendre via des PPA, eux, on voit bien que l'horizon semble s'éclaircir, notamment du fait, on l'a dit, du fonds de garantie BPI qui va vraiment, sans aucun doute, simplifier eh bien, le financement de ces projets et permettre aux financeurs conventionnels eh bien, de s'orienter progressivement vers ces projets. Pour autant, notre opinion, et la conclusion qu'on vous donne un peu de ce constat qu'on effectue, c'est que quand bien même il y a une famille qui va plutôt bien s'en sortir à court terme et l'autre pour qui ça va être un peu plus compliqué, les deux ont nécessairement d'énormes besoins de financement. D'abord parce que, ne serait-ce que sur les projets PPA, il va y avoir une notion de temporalité très importante, nécessité de construire très vite et de mettre en service très vite ces actifs, qui ne collent pas forcément cette temporalité avec le temps de mettre en place des financements bancaires. Donc là, des solutions de bridge que nous allons pouvoir apporter et qu'on va vous détailler. Pour ce qui est des projets qui vont vendre sur le marché libre, il va forcément y en avoir malgré tout un nombre de plus en plus important parce que déjà, tous les projets ne pourront pas être lauréats des appels d'offres et que ce sont des projets qui vont nécessiter de l'argent, du temps à être développés, qui sont prêts à sortir de terre. Donc ça fait du sens que d'imaginer de le faire via le marché libre s'ils ne sont pas applicables via des PPA. Donc c'est vraiment un peu ça, notre philosophie, le pourquoi de notre approche et de ce que l'on va vous présenter. Donc les solutions... On peut peut-être faire une pause s'il y a des questions à ce stade. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas. Voilà. N'hésitez pas, vous avez le petit bouton à droite, questions. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, ça rendra l'échange encore plus intéressant. Donc voilà, ça ne nous interrompra pas, c'est l'avantage d'être deux. Donc voilà, dans notre philosophie, c'est un peu ce qu'on vient de vous dire, c'est proposer des financements de court terme avec le plus grand levier possible, c'est-à-dire de sorte que vous consommiez le moins de fonds propres possible, parce que voilà, on est sur des échéances de temps qui sont très courtes et la nécessité de tous aller le plus vite possible. Donc on est vraiment dans une thématique qui vise à un peu amorcer la pompe, si vous voulez, quant au passage d'un monde où on avait ces contrats d'achat à long terme sécurisés, avec des financements sans recours, à quelque chose de beaucoup plus mouvant et qui va nécessiter des adaptations. On est sur une approche aussi, sur nos offres, de structurer des prêts qui soient vraiment sur mesure, propres à chaque projet, et qui vont aussi avoir vocation à diminuer le risque des investisseurs le plus tôt possible. Donc, non seulement on sculpte la dette propre à un projet relativement à ce qu'il est capable, bien sûr, de faire, mais on va adapter les remboursements de ce même projet chaque année en fonction de ce qu'il va générer. Et c'est d'autant plus important pour des projets qui vont vendre sur le marché libre. Et bien sûr, tout ça, l'idée, c'est de le faire avec la plus grande latitude pour vous et des solutions qui vont aider à ce qu'un second financement de plus long terme se mette en œuvre en suivant. Donc typiquement, on ne prévoit pas d'IRA, c'est-à-dire d'indemnité de remboursement anticipé à compter du 6e mois dans les financements que nous proposons sur ce type de projet, et une maturité globale de 2 ans, 3 ans, qui permet de dérisquer la partie construction, bien sûr, mais également de montrer que le cadre juridique de votre projet, que ce soit en PPA ou sur le marché libre, est fonctionnel et qu'il peut tout à fait intéresser un financeur conventionnel. Je crois qu'on a une question. Oui, Tanguy, bonjour, que sait-on de la durée de la taxe sur les revenus des moyens inframarginaux, prolongation post-2023, point d'interrogation. Alors là, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en introduction, on s'était dit avec Guillaume qu'on vous en dirait un mot. Ce qui est d'autant plus difficile aujourd'hui de faire une présentation avec un constat, c'est que vous le savez comme nous, la loi, les lois, le cadre juridique est en cours de construction. Et donc, typiquement, répondre à la question de Tanguy, c'est d'autant plus difficile que aujourd'hui, de ce que l'on peut lire dans les textes tels qu'ils sont rédigés pour l'heure, on parle d'une échéance au 31 décembre 2023.
On peut quand même, et c'est plutôt notre philosophie, partir du principe que ça va certainement pas se suspendre et s'arrêter à compter du 31 décembre 2023. Je pense que ce serait un peu illusoire que de parier là-dessus. Et à notre sens, c'est mieux d'être plutôt conservateur et d'imaginer peut-être pas une pérennité de cette taxe, mais en tout cas une certaine durabilité. Et c'est en tout cas comme ça qu'on aborde les choses dans la construction des modèles financiers qu'on réalise sur ce type de projet. On peut poursuivre Oui. avec les caractéristiques de l'offre. Donc, rapidement, donc, chaque projet est différent et évidemment, il y aura des adaptations à faire en fonction du besoin, mais on a imaginé une trame qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, nous souhaiterions fournir plutôt en obligation simple. Ça reste l'instrument le plus simple et c'est l'instrument classique de dette. Le réceptacle du financement, ça peut être une société dédiée ou une holdco. Par exemple, si on imagine un financement qui va pouvoir être ventilé sur plusieurs projets. Les montants de 1 à 20 millions d'euros, donc ça c'est indicatif. Ça peut être même plus que 20 millions d'euros. Tout va résider dans la capacité de l'émetteur à anticiper, du porteur de projet à anticiper sur ses besoins pour que nous, on ait le temps forcément de mettre les moyens de diffusion commerciale en face, puisque 20 millions d'euros, ça nécessite quand même un petit travail auprès de partenaires pour pouvoir trouver des souscripteurs. Le gearing, donc de 60 à 100% du CAPEX, c'est en fonction de l'opération. Comme Julien l'a évoqué tout à l'heure, on va plutôt s'orienter à 100% du CAPEX quand il s'agit uniquement de faire un préfinancement de bridge à construction. 60%, ce serait plutôt pour des projets avec une maturité, enfin pour des titres avec une maturité un peu plus longue. Les taux, là encore, on est sur un marché fluctuant, donc on préfère ne pas donner quelque chose de ferme. On estime que ce serait du 6,5 à 8%. À l'heure actuelle, en fonction des projets et des risques qu'on identifie, il est à noter que, au vu de l'évolution, ça peut encore être amené à augmenter. Et si, miracle, plutôt la situation se stabilise et l'inflation se calme, ce qui est possible aussi, hein, certains analystes pensent que ça va un peu se calmer, on resterait dans cette fourchette-là. La durée, donc 2 à 4 ans, en fonction de l'opération, le paiement des intérêts, remboursement du nominal. Donc le paiement des intérêts annuels et le remboursement du nominal, là c'est un peu une nouveauté chez nous puisqu'on n'a pas vraiment encore sorti d'offre de ce type. Il y aurait une clause de cash sweep, notamment sur les projets qui vendent au marché pour pouvoir dérisquer le plus rapidement les investisseurs qui s'exposent quand même à un risque de marché et c'est un risque sur lequel ils n'ont pas l'habitude d'être. Donc l'idée, c'est que une fois que on a payé les charges, les investisseurs puissent être remboursés le plus vite pour les dérisquer. Au niveau des sûretés, là encore, pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous sur des offres à court terme, pas de surprise, nantissement du titre des SPV et gage sans dépossession sur le matériel plutôt. Donc là, c'est assez simple. Ça concerne évidemment les projets qui n'ont pas contracté de dette senior. Donc là, nous, encore une fois, notre avantage par rapport à d'autres organismes, c'est qu'on n'a pas de sujet sur les remboursements anticipés. Les investisseurs, ils sont accommodés et globalement, ils sont plutôt contents quand il y a un remboursement. On a très peu de gens mécontents quand le remboursement arrive avant l'échéance. C'est pour ça qu'on peut se permettre de vous proposer des offres où il n'y a quasiment pas de clause de remboursement anticipé et qu'elles sont quasiment tout le temps sans pénalité. Ça sera encore le cas avec ces offres-là. Et donc, comme on l'a évoqué au tout début de ce webinaire, les structures émettrices, elles pourront être de droit français ou d'un pays membre de l'Union européenne dès lors qu'on sera agréé et que notre agrément sera effectif. Si besoin d'audit, on vous le signifiera évidemment en amont et vous aurez tout le loisir de choisir des auditeurs avec qui vous avez l'habitude de travailler. Et donc, comme il y a un délai un sujet de réactivité et de rapidité d'exécution des offres, on a souhaité un peu raccourcir les temps de mise en place et donc on souhaiterait que nos projets puissent, à partir du moment où on
on contractualise, on va dire, le premier échange où on dit OK, on part ensemble, on aimerait que 4 semaines après, 6 semaines maximum, on puisse lancer l'offre. Donc ça, c'est pour vous encore un gain de réactivité. Et au niveau des frais, c'est en fonction du montant et des négociations commerciales. On serait entre 2 et 3% upfront, plus un peu de running annuel pour la gestion des remboursements anticipés et des informations aux investisseurs. À l'issue de la maturité, parce que comme on l'a dit, on ne souhaite pas excéder 4 ans pour des questions d'attractivité des titres vis-à-vis de nos investisseurs. On a aussi un outil un outil de dette moyen terme au travers d'Enerfip Gestion, qui est une société de gestion de portefeuille, et qui aura la capacité de délivrer des dettes mezzanines, notamment sur 7-8 ans. Donc, l'idée de cette offre, c'était d'être le plus complet possible et de vous accompagner vraiment du début jusqu'à la fin sur ces questions-là. Et puis, pour conclure sur cette présentation, on est en train de structurer justement exactement sur cette thématique un financement sur un projet en Espagne. C'est vrai que la présence, le fait d'avoir ce bureau à Madrid dont on vous a parlé au tout début de cette présentation, dans un marché qui a commencé à se frotter aux questions de corporate PPA et de vente sur le marché libre depuis bien plus longtemps que nous ici en France, c'est extrêmement instructif et très formateur. Ça nous a permis aussi de gagner pas mal de temps dans la structuration de notre approche. Et donc là, c'est le cas de figure qui est vraiment un peu classique, une centrale au sol d'un petit peu moins d'1 méga en Espagne, avec la totalité de la production de l'actif qui sera dédiée à une vente sur le marché libre. On est sur un projet qui est prêt à être construit, un CAPEX de 800 000 €. Et bien là-dessus, typiquement, notre offre, qui a été validée par le porteur de projet, c'est que nous finançons 700 000 €. L'émetteur, c'est la société projet en elle-même. Le collatéral, c'est ce qu'on vous a présenté, on nantit les titres du SPV. On met un gage sans dépossession. Le taux qu'on a proposé, c'est 7,5% par an, une maturité de 3 ans et possibilité d'IRA. Alors là, on avait fait au bout de 12 mois, mais bon, c'est plutôt 6 mois que nous visons, comme on vous l'a présenté. Et puis, des intérêts qui sont payés annuellement. Et cette fameuse clause de cash sweep qui permet de dérisquer au maximum, d'adapter au gré de chaque année et de ce qu'a pu générer le projet, eh bien, le remboursement du nominal. C'est plutôt gagnant-gagnant pour le porteur de projet comme pour les investisseurs. On arrive un peu à l'issue de cette présentation. Vous avez été plutôt très sage pour l'instant sur les questions, donc c'est peut-être le moment maintenant de vous lâcher si vous en avez. Préalable. Ouais, on avait une question qui était dans le chat, donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu au début. Le marché libre, c'est tout simplement vendre l'électricité à la bourse, en fait, EPEX, qui est la plus connue. Et à ce moment-là, vous vendez via un agrégateur, mais au prix qui est très fluctuant, au prix spot. Ok. On a aussi une question de Benoît. Bonjour, y a-t-il des spécificités pour les projets PPA avec une entreprise? J'imagine que la question porte sur l'acheteur de l'énergie générée par l'actif. Donc, les spécificités, en fait, c'est simplement que dans notre approche, nous, en tant que financeurs, évidemment, on va reporter ou compléter plutôt notre analyse et nos audits sur ce fameux off-taker, comme on dit en mauvais français, donc cet acheteur de l'énergie, pour jauger de sa solidité financière, de sa capacité à honorer l'engagement contractuel que le producteur d'énergie aura avec lui en termes de durée et de montant. Et c'est là où le fonds de garantie de BPI est vraiment une très bonne nouvelle et un confort parce que pour tous les financeurs, c'est la possibilité de s'appuyer là-dessus si on a quelques doutes quant aux capacités en question de cet acheteur-là. Pour vous laisser peut-être le temps de poser d'autres questions si vous en avez, sachez que nous serons bien évidemment sur
le salon Energaia la semaine prochaine avec 2 temps forts. Le 7 décembre, donc le premier jour, le mercredi à 18h sur notre stand qui est dans le hall B2 A44, pardon. Nous allons délivrer les fameux trophées du financement participatif. C'est un peu un événement annuel que nous pérennisons depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer nous voir. Et le jeudi matin, à partir de 9h, sur notre stand également, un petit déjeuner où nous pourrons, si vous le souhaitez, poursuivre un peu les échanges sur vos projets et sur les services que nous pouvons vous apporter. On a une autre question de Vincent. Bonjour, je comprends que le financement proposé, par exemple, sur le projet en Espagne, vient d'un organisme de prêt, pas d'un financement participatif. Eh bien, pas du tout, Vincent. Alors, peut-être qu'on a été pas très clair, mais c'est bien nous, c'est bien le financement participatif qui réalise le financement en question, c'est-à-dire que nous allons présenter l'opportunité d'investissement à l'ensemble de notre communauté d'investisseurs qui vont, à partir de 10 € pouvoir investir sur ce projet, de sorte que nous puissions récolter l'ensemble de la somme, dans le cadre de l'exemple de ce projet en Espagne, 700 000 €, et pouvoir envoyer ces fonds aux porteurs de projet. Donc, pas d'organisme de prêt, c'est vraiment les investisseurs d'Enerfip qui prêtent l'argent à l'actif. Il y a d'autres questions peut-être. Très très clair, ça fait plaisir. Voilà, sachez qu'on a eu un pic à 52 personnes pour ce webinaire, donc merci à vous pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au service que nous proposons. C'est toujours appréciable et intéressant pour nous de voir que ça suscite de l'intérêt. Une autre question. Au-delà du financement, avez-vous des insights sur les montages permettant d'intégrer les volumes PPA à la fourniture de l'acheteur? PPA physique, virtuel, etc. Waouh! Alors là, j'ai compris la question. Je suis désolé. Question de haut vol de Tanguy. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez poussé en termes d'approche sur les PPA. Donc, on n'a évidemment pas eu l'occasion encore de se frotter à toutes les subtilités et notions de détails qu'on peut avoir sur ces typologies de contrats. Mais, ensuite, on a une autre. Désolé, Tanguy. Ouais. Peut-être on peut. C'est toi qui donnes la. Oui. C'est ça, pardon. Une autre question, serait-il possible de partager le support de la présentation? Donc, la vidéo, elle sera disponible sur YouTube. Et pour les demandes de présentation, vous pouvez nous les demander de gré à gré et on vous les transmettra. Vous avez nos mails là qui figurent, il suffit de nous envoyer un mail, on vous l'envoie. Et en fait, c'est encore mieux que ça, c'est tous ceux qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire vont recevoir, une fois qu'il sera terminé, tout de suite un lien pour le replay. Donc voilà, vous pourrez le faire suivre auprès de vos collègues sans aucun problème. On a d'autres questions? Y a-t-il une puissance minimale de centrale? Alors après, il faut que c'est plus par rapport au montant de financement qu'il va y avoir une taille minimale, puisque une opération de financement participatif comporte un peu des coûts fixes en fait. Donc il faut que la taille du financement justifie notre intervention. Mais pour les porteurs de projets qui fonctionnent plutôt en toiture, on va dire de 100 ou 500 ou 500 kilos, on peut adapter ce financement-là en grappe. En fait, il faut constituer des grappes et le financement est parfaitement adapté à ce type de porteur de projet. On a Jérôme qui pose la question, comment êtes-vous concurrentiel par rapport aux autres prêteurs? Alors, c'est une bonne question, Jérôme, mais en fait, il faut bien se remettre dans le contexte, puisque même si les taux peuvent paraître élevés, sur une fourchette de 6,5 à 8%, comme on vous l'a présenté, qui bien sûr tient compte des risques associés, des sûretés qu'on peut avoir en face, de pas mal de choses, c'est que les financeurs, je dirais, plus conventionnels, des fonds d'investissement notamment, vont nécessairement être sur des taux encore plus élevés que ce que nous pouvons proposer. Donc, c'est toujours une histoire de rapport d'échelle qu'il faut avoir. Et encore une fois, il faut bien se positionner sur notre approche.
nous ne sommes pas là pour remplacer les financeurs long terme, les banques. C'est vraiment pas du tout l'objet de notre approche. Comme on vous l'a expliqué, notre philosophie, c'est vraiment d'amorcer la pompe, de pouvoir permettre à tous ces projets d'émerger, de sortir de terre, d'où des maturités de financement qui sont plutôt court terme, de 2 à 4 ans. Et donc sur cette thématique de bridge, où en fait on va prendre le risque à construction et le risque des premières années d'exploitation de ces actifs, c'est normal d'avoir des taux d'intérêt qui soient un peu plus significatifs. Et dans ce domaine, force est de constater qu'on a plutôt des taux qui sont moins élevés que voilà, les fonds d'investissement qui sont voilà, un peu plus habitués là-dessus. On a une autre question de Bruno. Pour des projets en PPA, je crois, je recrée une centrale et revends les électrons à l'exploitation à proximité. Est-ce finançable? Alors, tout à fait, hein, Oui. c'est finançable, évidemment. C'est déjà vu en plus. Mais effectivement, en plus des démarches habituelles de contrôle d'une banque ou de nous, il y aura une étude qui sera portée sur aussi l'acheteur, en fait, votre contrepartie qui achète de l'électricité, pour essayer d'appréhender le risque le risque crédit finalement de votre acheteur. Et sinon, à part ça, effectivement, c'est finançable et c'est l'objet un peu aussi des offres qu'on vient de vous présenter. Ok. On a une question d'Alexandre. Les audits sont-ils exactement les mêmes que pour du financement bancaire long terme, technique, juridique, assurance? Alors, c'est une très bonne question, Alexandre. Je dirais qu'ils sont dans leur thématique les mêmes, donc celles que vous venez de citer notamment, ça je vous le confirme. Après, on a plutôt pour habitude d'être, je dirais, plus pragmatique et d'aller un peu plus droit au but. Non pas qu'on fait preuve de laxisme, croyez-moi, c'est pas du tout notre cas, mais le fait que historiquement, Enerfip, nous sommes en fait d'anciens développeurs de projets, et donc on a vraiment plutôt une lecture voilà, plutôt pragmatique sur les projets. Et en général, la liste des documents que l'on va vous demander et sur lesquels on va réaliser ou faire réaliser l'audit en question est moins importante parce que voilà, on se concentre vraiment sur les choses qui, à nos yeux, sont absolument centrales et qui conditionnent la qualité du projet. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dirais qu'on arrive au bout des questions. En tout cas, on a le timing, on vous a pas fait de promesse de Gascon, hein, 37 minutes. Voilà, on avait dit 30 à 45, on est parfaitement dedans. On est pas mal du tout. Voilà, je vous rappelle qu'on peut se croiser au cas où dans le cadre du Salon Energia la semaine prochaine. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons et que nous pourrons poursuivre nos échanges. Merci. Oui, pardon. À noter qu'on organise un after après le salon au Café Pitot aussi pour le mercredi soir. Voilà, le mercredi soir. Au 7 décembre, le 7 décembre, donc Café Pitot qui se trouve pas loin du centre-ville de Montpellier. Effectivement. Et en tout cas, écoutez, Guillaume et moi, nous tenons vraiment à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre écoute, pour votre participation. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions additionnelles, à nous les faire parvenir via les 2 adresses courriels que vous avez sur votre gauche. Nous tâcherons de vous répondre le plus vite possible, bien évidemment. Et vous allez recevoir, comme on vous l'a indiqué, le replay de ce webinaire en suivant la fin de celui-ci. Donc, nous vous souhaitons évidemment une très bonne fin de journée et à très bientôt sur Enerfip. Au revoir. Au revoir. Et voilà.